Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Pierre Bobby. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur spécialiste des services publics et vous allez rendre ce soir public justement une étude au lavoir moderne dans le 18e arrondissement et je crois que la réunion est aussi publique, elle est ouverte à tous. Peut-être pouvez-vous nous dire justement quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette étude? Alors d'abord peut-être pour recadrer, ça fait 30 ans que l'Union européenne, ses institutions, orchestrent, organisent la libéralisation des services publics. Et pourtant, il n'y a jamais eu d'évaluation, de bilan. Où en est-on? Quels sont les effets positifs ou négatifs pour voir si on ne s'est pas trompé de chemin et infléchir les orientations qui ont pu être décidées il y a 30 ans. On n'est plus il y a 30 ans. Il y a des éléments nouveaux, des mouvements sociaux, toute une activité qui fait qu'il faut sans arrêt remettre les choses sur le métier, les adapter et les faire évoluer. C'est la même chose, un service public en France, en Allemagne, d'une manière générale en Europe. Est-ce que les services publics sont pluriels, sont différents? Est-ce que c'est la même manière d'appréhender la question du service public partout en Europe? Non, c'est très différent parce que c'est lié à des histoires, des traditions, des cultures, des institutions qui sont différentes. La France, par exemple, est un État centralisé, extrêmement centralisé, où beaucoup de choses dépendent de l'État. L'Allemagne est un État fédéral. Ne serait-ce que cette distinction-là, évidemment, fait que les services publics ne sont pas organisés de la même manière et avec aussi la même place dans les idées, le mouvement des idées, les conceptions politiques. En ce moment, le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu apparaître, les élus locaux dénoncent justement la suppression des services publics, notamment au plus près de la vie des gens. Quels seraient justement les enseignements de l'étude que vous avez menée qui pourraient justement profiter, ou en tout cas aller dans le sens des arguments de ces élus locaux et des Gilets jaunes? Alors, les services publics, c'est vraiment répondre aux besoins de chacun, de chaque habitant, au plus près des réalités. Et donc, les services publics, ça doit être une conjugaison d'un certain nombre de règles communes, et au plan européen, national, régional et local, mais aussi de l'adaptation aux réalités du terrain. On ne peut pas organiser les services postaux de la même manière dans le village du Massif central, au cœur de Paris ou à Saint-Denis. Voilà. Et donc, c'est en cela que ce que l'Europe appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire pas tout décider en haut, mais décider aussi au plus près des réalités. Il y a là des enjeux considérables parce que la tendance spontanée, c'est de vouloir tout uniformiser, le marché a réponse à tout. Dans les propositions d'Emmanuel Macron sur le grand débat national qui s'est ouvert hier, il fait cette proposition aux Français de réfléchir à quels seraient les services publics qu'il faudrait supprimer pour faire des économies évidemment, et quels seraient ceux qu'il faudrait justement créer en fonction des besoins nouveaux. Il a raison de poser les termes du débat comme cela? Je crois que c'est important, parce que les choses ne sont pas figées une fois pour toutes, les besoins évoluent. Il faut donc sans arrêt adapter le service public aux besoins. C'est un des principes constitutifs, ce qu'on a appelé dans le jargon juridique le principe de mutabilité, l'adaptation aux évolutions des besoins, des technologies et des réalités. Mais est-ce qu'au final, la demande d'Emmanuel Macron, c'est pas justement moins de services publics, plus d'économies et justement au plus près du terrain, des territoires? On voit bien que dans les territoires ruraux, les services publics sont en train d'être abandonnés. Tout à fait. Mais alors justement, quand on interroge l'ensemble de ceux qui veulent s'exprimer pour dire « voilà nos besoins, voilà ce qu'on demande, voilà ce qu'on en exige parce qu'on en a besoin », si ça permet, on verra, si ça permet d'ouvrir ce débat-là, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Les choses se font d'en haut, de Paris, où on réduit de plus en plus les enjeux et les réalités. Et donc si il peut y avoir une expression locale portée par les populations, tant mieux, on verra ensuite. Vous parliez de libéralisation, il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Europe, Bruxelles. Bruxelles aussi exige un certain nombre de lois, de restrictions budgétaires qui empêchent justement les services publics de se développer. Qu'est-ce qui justement, à l'échelle européenne, empêche les services publics de continuer à exister? Alors, petite mise au point qui ressort de l'étude qu'on a conduite et qu'on a menée. On dit Bruxelles.
Mais qui c'est Bruxelles? Enfin, c'est trop facile de dire Bruxelles, et des fois la Commission nous... Bon, qui est-ce qui décide? Ce sont les États membres qui décident des orientations, des directives, et nos ministres français y participent et donnent leur accord au même titre que les autres. C'est le Parlement européen, bien sûr, et là, il y a un peu plus de démocratie, puisqu'ils sont élus. Et puis, ensuite, la mise en œuvre des règles européennes, c'est les États qui le font, qui le décident, et qui utilisent ou pas les marges de manœuvre. Les transpositions des directives européennes, c'est les États membres qui le décident. Qui le font plus ou moins, ou qui anticipent. Quand on voit que le gouvernement français, aujourd'hui, va ouvrir à la concurrence certaines lignes de la SNCF, en anticipant sur les dates obligatoires. C'est lui qui le décide, c'est pas du tout Bruxelles qui l'impose. Alors c'est très facile pour des responsables politiques ou gouvernementaux de dire « Ah, c'est pas moi, c'est Bruxelles ». Mais non, ils ont donné leur accord en amont et ils impulsent les choses en aval. Alors on le voit justement, vous le dites, effectivement, il y a une responsabilité des États. Emmanuel Macron avait lancé cette grande étude justement pour réfléchir à la libéralisation d'un certain nombre de services publics à l'échelle de l'État. Est-ce qu'on a un regard suffisamment clair, un regard suffisamment important, ou en tout cas historique justement, sur l'héritage, le poids de la libéralisation, et est-ce qu'il y a des preuves tangibles est-ce que ça a marché quelque part? Je pense évidemment à la question des services publics ferroviaires par exemple, ou en tout cas au transport. En Angleterre, on ne peut pas dire que ça ait forcément été un grand succès. Tout à fait. On voit bien qu'il faut là regarder au cas par cas, parce que les mêmes règles européennes, les mêmes impulsions vont donner des réalités très différentes dans les pays en fonction de leurs histoires, de leurs traditions. Et on voit bien que dans certains pays qu'on a étudiés, la Slovaquie par exemple, qui après les 40 ans de totalitarisme, pour eux, l'ouverture, la libéralisation, ça a pu manifester un espoir d'avoir des services de meilleure qualité et d'avoir le choix. Et donc par rapport à des services qui étaient vraiment minimaux auparavant. Donc il y a des attentes, des espoirs de ce côté-là. En France, où on a des services publics en général, qui étaient de bonne qualité, appréciés par les populations et les citoyens, évidemment, les remises en cause qui sont en cours sont perçues comme, et à juste titre, comme une mise en cause des services publics. Mais encore une fois, ne nous méprenons pas de responsabilité. Les responsables des dégradations des services publics en France, c'est l'utilisation de certaines règles communes, mais c'est bien les pouvoirs publics français, les gouvernements successifs qui les impulsent et qui les conduisent. Est-ce que vous avez interrogé la place des usagers justement au cœur des services publics? C'est-à-dire que quel pourrait être le rôle d'un citoyen, d'un usager justement dans le contrôle direct ou même dans l'innovation des services publics? D'abord, le b.a.-ba serait qu'on organise l'expression systématique des besoins, des attentes des usagers. Y compris, par exemple, en organisant l'expression de leur mécontentement, de leurs plaintes. C'est très instructif d'analyser, d'étudier les plaintes. Il y en a qui sont évidemment manifestement sans importance, mais c'est très instructif parce que le sommet de l'édifice là-haut, il ne connaît pas les réalités, il ne connaît pas les enjeux locaux. Organiser l'expression des gens au plus près du terrain, c'est le préalable, le prérequis à une modernisation des services publics. Quels sont les besoins et comment on organise avec les usagers, pas sans eux, comment on organise avec les usagers la mise en œuvre de réponses à leurs besoins. Et donc, expression en amont, co-participation à l'organisation sur le terrain, et puis évaluation des effets. On n'est pas dans des domaines où on appliquerait des évidences. On va tâtonner pour chercher comment on répond au mieux aux besoins. Mais il n'y a pas un catéchiste qui serait là pour dire il faut faire ceci, non. On improvise, on adapte au fur et à mesure. J'ai une dernière question, Pierre Bobie. On parle beaucoup des communs. Est-ce que ça pourrait être une alternative intelligente au service public? C'est pas une alternative. Je crois que ça doit être compris comme un des éléments clés des services publics, de l'avenir des services publics. Il ne faut pas opposer les communs et les services publics. Parce que les communs, c'est quoi? C'est des collectivités, plus ou moins importantes, qui se mettent ensemble pour dire, eh bien, voilà quels sont nos besoins. Comment on s'organise?
comment on les finance, comment on les... Bon, alors, il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas disparaître les solidarités entre collectivités, entre régions favorisées et régions défavorisées, et ainsi de suite. Donc, et c'est en cela que le service public, les principes de péréquation, de solidarité nationale ont aussi leur place. Il faut conjuguer une organisation sur le terrain dans laquelle les communs ont un rôle clé et une organisation de solidarité nationale, voire même européenne dans certains domaines. Merci beaucoup Pierre Bobie. Merci. Et donc ce soir au Laveur Moderne à 19h. Vous serez bienvenus pour participer à ce débat parce qu'on n'a pas réponse à tout. Et donc on met sur la table des propositions, des idées à débattre et à ce que chacun s'en empare. Eh bien on y sera, merci beaucoup. Merci.